Bien. Donc on avait fait la combinaison linéaire des quotients bilans, si je me souviens bien. Et on passe au petit quoi? Au petit 4. États initiaux. Alors là, on commence à rentrer dans les paragraphes dont j'ai quelques doutes sur l'utilité. Autrement dit, c'est que des paragraphes de type voilà ce qui se passe, voilà quand on parle de ça, enfin voilà, pour essayer de clarifier les idées quand vous êtes face à un exercice de chimie. En fait, il s'avère que c'est souvent à la fois très simple et assez compliqué l'exercice de chimie. Donc j'ai des espèces de petites définitions comme ça qui vont permettre de faire un peu les différences entre les diverses choses, mais c'est pas évident, sans aucune forme de pratique. Donc bon, on va essayer de préciser les choses. Après, on fera un peu de chimie expérimentale, mais dans le principe, ça viendra plus facilement avec les exercices, donc on va faire ça en fait. Alors on est parti, petit A, état initial d'une solution. L'idée est de bien faire la différence entre les deux. Alors, ce qu'on va appeler l'état initial d'une solution, c'est la chose suivante. C'est un état. Alors, en fait, il s'avère que, on va voir ça en thermodynamique, mais l'intégralité des choses qui caractérisent une solution, c'est ce qu'on appelle des grandeurs d'état. D'accord? Et en fait, les grandeurs d'état, alors vous en connaissez un certain nombre, l'énergie potentielle, ça en fait partie, la position, ça en fait partie, par exemple, la température, la pression, etc., etc. Et en fait, les grandeurs d'état font partie d'une catégorie mathématique de grandeur qui, grosso modo, euh, dont les variations, grosso modo, ce qui va se passer, ne dépendent pas de la façon dont les choses ont été faites, mais plutôt, en fait, finalement, d'un état initial et d'une condition d'équilibre. Ce qui s'est passé entre les deux comme merdier, finalement, ne change pas grand-chose au problème. Par exemple, si vous connaissez l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée, ça vous dit absolument rien sur le chemin entre les deux. Vous savez juste que vous étiez là au départ, là à l'arrivée. Ce qui s'est passé entre les deux, vous n'en savez rien. D'accord? Par contre, si vous êtes plus ou moins fatigué, c'est l'énergie que vous avez dépensée, ça c'est pas une grandeur d'état, parce que ça dépend de ce que vous avez fait entre les deux. On a déjà vu ce genre de concept. Le sous-jacent de ce théorème-là, c'est qu'en fait, vous pouvez inventer un état initial fictif dans cette histoire, d'accord? Et en particulier, inventer un truc très bizarre, conceptuellement, qui est, vous mélangez des produits, ils vont se répartir dans la solution, mais il n'y aura pas de réaction chimique. Autrement dit, vous rajoutez plein de trucs et vous inventez un espèce d'état fictif qui est que tout reviendrait comme si vous aviez réussi à faire apparaître la solution mélangée comme ça de façon instantanée avant que la réaction initiale commence. Vous êtes d'accord que ça, en fait, ça n'arrive pas. En général, vous rajoutez des produits, ça prend un peu de temps et en général, les réactions chimiques commencent avant que vous ayez fini d'homogénéiser. D'accord? On est au clair? Oui, je sais, je vous ai engueulé pendant une heure, c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, c'est ça qu'on va appeler un état initial. Donc l'état initial, c'est une espèce d'état fictif, un état théorique, qu'on va pouvoir toujours considérer dans une solution, qui arrive à un stade particulier. D'accord? Donc, on est parti, je vous le définis et on repose. On appelle état initial d'une solution une situation fictive où, alors, il y a des trucs qui sont faits et des trucs qui ne sont pas faits. Ce qui s'est fait, c'est toutes les dissolutions. C'est-à-dire que tous les solides ont été solubilisés. C'est ce qu'on a vu en TP. D'accord? Où tous les solides et liquides sont dissous. Autrement dit, vous avez réussi à faire toutes les dissolutions, mais aucune autre réaction chimique n'a commencé. Voilà ce que c'est qu'un état initial de solution. Cet état n'existe pas en vrai. Quand vous commencez à mettre deux solides, ils vont se dissoudre et ils vont réagir ensemble avant que la dissolution soit terminée. On est d'accord? Le théorème de base, c'est qu'on peut toujours considérer qu'on part de l'état initial d'une solution dans n'importe quelle situation. D'accord? Cet état initial dans une étude chimique.
dans une étude de système chimique. Alors, ça a l'air compliqué comme ça et exprimé de façon compliquée, mais en fait, si vous avez fait de la chimie au lycée, c'est exactement ce que vous faites à chaque coup. Quand on vous dit on mélange ça et ça, vous supposez déjà que le mélange il est parfaitement fait avant que la réaction ne commence. On est d'accord là-dessus? Voilà. Oui, absolument pas. Mais c'est absolument pas grave parce que ça n'a pas d'impact sur l'état final. Or, comme ça, comme ce qui t'intéresse c'est l'état final, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est l'état initial d'une solution. Alors, il y a un petit truc un peu désagréable, enfin pas désagréable. En fait, dès que vous avez une réaction totale, vous pouvez une réaction, l'état final de toute réaction totale vous ramène à un nouvel état initial de solution, où cette réaction-là a été faite. Et vous considérez que ça ne reviendra pas en arrière. Autrement dit, un système chimique avec des réactions totales, c'est en fait une succession d'états. Si vous avez une succession de réactions totales, c'est une succession d'états initiaux différents avec une seule réaction, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. D'accord? Donc deuxième truc dans cette histoire. Donc, une réaction. Si on a une réaction totale, alors, ça c'est le théorème de base, l'état final de cette réaction crée un nouvel état. Et le truc hyper important, c'est qu'en fait, on peut considérer que tout se passe comme si on avait une solution qui avait été préparée comme ça. Autrement dit, vous pouvez remplacer une solution par la solution que vous avez obtenue à l'issue d'une première équation bilan totale. On peut considérer qu'on a une solution équivalente avec un nouvel état initial. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Et vraiment un exemple complet. On mélange dans un litre, on va pas se... Non, bah tiens, on va faire un truc dans 100 millilitres, voilà. 10-2 mol de HCl, d'accord, et 5-10-2, 3 mol de NaOH. NaOHCl c'est un solide, et NaOH c'est un solide, d'accord. Voilà ce qu'on fait. Donc on fait un petit dessin, hein, d'accord. Vous avez un bécher, d'accord, avec 100 ml, et vous mettez du HCl. Enfin, HCl c'est un liquide plus exactement d'ailleurs. Et vous mettez du NaOH, de la soude. On est d'accord là-dessus? Donc, première étape, on trouve l'état initial. Trouver l'état initial, c'est faire quoi? Si vous avez suivi la définition, c'est faire d'abord les dissolutions. Okay, donc, les dissolutions. Donc, première étape, dissolution. Alors, je vous les donne. Il y en a une que vous pouvez deviner, c'est celle-là. Oui. Hein? H+. NaOH, ça donne H+. Et non, mais on écrit une réaction de dissolution, là. Oui. Non. Plus OH-, voilà, tout à fait. Donc la première, c'est NaOH solide qui donne Na plus aqueux plus OH- aqueux. D'accord? Vous en mettez N1 mol ici avec qui vaut 5-10-3, on est d'accord? Vous en avez 0 ici, donc à la fin, vous en avez quoi? 0 ici. Je vais mettre N1 et ici N1, d'accord, la même. Ça, c'est la première. Et la deuxième, vous ne la connaissez pas encore, mais je vais vous la donner. HCl liquide plus H2O donne. En fait, c'est une dissolution avec réaction chimique. C'est H3O+,
AQ plus Cl-. AQ. Voilà. On en met N2. N2, ça vaut 10-2 mol si je ne me trompe pas. Vous n'en avez pas au départ. À l'arrivée, vous en avez 0 et vous en obtenez N2 et N2. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est ce qu'on a fait en TP jeudi dernier, si vous vous souvenez bien. Donc, ça, c'est le premier truc. C'est que l'état initial de la solution, c'est quoi? Donc, vous pouvez soit faire une liste, soit faire un petit dessin. C'est comme vous voulez. D'accord? Mais ça revient, enfin, vous pouvez faire un petit dessin avec une liste aussi. L'état initial, c'est quoi? Donc, vous listez les concentrations initiales. Qu'est-ce qu'on va avoir initialement donc, dans la solution? Oui. Oui. Effectivement, on va avoir une concentration en Na initiale qui vaut combien? Pas tout à fait, c'est une concentration voilà, divisée par V. Voilà. Donc 5 10 3 divisé par 10 1, c'est-à-dire 5 10 2 mol par litre. Vous allez avoir une concentration en OH- initiale qui vaut la même chose, 5 10 2 mol par litre. Une concentration en H3O+, initiale qui vaut 10-1 mol par litre, si je ne me trompe pas. Et en Cl-, initiale qui vaut 10-1 mol par litre. D'accord? Voilà l'état initial de votre solution. C'est une liste de toutes les espèces qu'il y a dedans. D'accord? Avant qu'il y ait une réaction chimique, mais après les dissolutions. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, il s'avère, et ça vous le savez peut-être, oui, je t'écoute. Pour H2O, c'est liquide là. Ouais, alors en général, je ne mets pas liquide, mais effectivement, il faudra le mettre. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je me pose pas de questions, c'est le seul moment. Alors, il s'avère, vous le savez peut-être déjà, qu'il y a une réaction totale possible dans cette histoire. C'est laquelle? Donc, bien sûr, vous regardez plus ça. Ces trucs-là n'existent plus. On est d'accord? NaOH n'existe plus, HCl n'existe plus. Ce qui existe, c'est ça. Vous avez rangé vos courses, globalement. Ouais. Effectivement, il y a H3O+, et OH- qui peuvent réagir ensemble de façon totale pour donner 2 molécules d'eau. C'est la réaction inverse de l'autoprotolyse de l'eau. Il peut y en avoir d'autres, mais en fait, vous constatez que, déjà, si vous considérez ces réactions comme totales, vous savez que les réactions dans l'autre sens ne se feront pas. D'accord? Et la dernière possible, c'est NaCl. Et ça étant très solide dans l'eau, on va supposer en tout cas que vous n'avez pas. Si vous, encore une fois, si vous n'avez pas d'informations sur une réaction chimique, vous ne la faites pas, de toute façon. Donc, on a par ailleurs la réaction chimique qui est que H3O+, plus OH-, le tout aqueux, donne H2O liquide. Alors, petite remarque, la constante de réaction de ce truc-là, ça vaut 10 puissance 14. Et donc, si vous avez appris votre cours de la semaine dernière, vous savez que cette réaction est totale, sans aucune forme de problème, car elle est extrêmement grande dans cette histoire. C'est d'ailleurs la réaction acide-base la plus puissante en solution aqueuse, chose qu'on verra au deuxième semestre. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc je vais faire la même chose. Ici, est-ce que je peux raisonner en concentration? Est-ce que je suis obligé de raisonner en nombre de moles dans mon tableau d'avancement? Il y a des conditions pour ça. Est-ce que je peux raisonner X? Donc il reste solide. Si ce lance est bon, il faut surtout que le volume ne change pas. D'accord? Ce qui... Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, d'accord? Mais là, par contre, il n'y a pas de problème. Le volume ne change pas. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir partir d'une concentration de H3O+, qui vaut... j'en sais rien, c'est écrit là-bas, 10-1. 10-1 mol par litre moins X. Là, j'ai 5-10-2 mol par litre moins X, on est d'accord? Donc, si je fais mon tableau d'avancement proprement. D'accord? Et ici, j'ai donc... Alors, en fait, en général, on met l'infini ici, puisque c'est le seul. Oui? Oui, ça fait tout à fait 2H2. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pardon. On est d'accord là-dessus? Quel est l'état final? Alors, on y va. Quel est le réactif limitant dans cette histoire? C'est effectivement OH-, vous divisez à chaque fois la concentration initiale par le coefficient stoichiométrique en valeur absolue, vous prenez le plus petit. Ici, les coefficients stoichiométriques valent 1 en valeur absolue, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Le réactif limitant, c'est OH-. Comme c'est le réactif limitant, ça signifie que X max vaut quoi? Ouais. Effectivement, oui, c'est le X final de OH-, donc ça vaut combien ici?
X max, c'est égal à quoi? C'est 5 10 moins 2 moles par litre. D'accord? Soit vous regardez le moment où le réactif limitant a une concentration nulle, d'accord? Voilà. On a une réaction totale, donc on peut dérouler le tapis des approximations usuelles dans une réaction totale. C'est quoi le truc dans cette histoire? Ouais. XIF ou XF, effectivement, X final, c'est à peu près X max. Attention, c'est pas, il y a des goûts. Donc en gros, ça c'est vrai pour tous les réactifs et les produits, sauf pour le réactif limitant, d'accord, qui a une concentration finale qui vaut son coefficient stoichiométrique, non pas 0 justement, que son coefficient stoichiométrique fois, non, pas fois x, pas fois x non plus. Voilà. Bon, je vous laisse chercher. Donc ici, je vais remplacer x par x max, d'accord, ça ne pose pas de problème. Donc ici, j'aurai 5 10 moins 2 mol par litre, d'accord. Et ici, je vais avoir quoi? Non, pas 0, j'ai déjà dit non tout à l'heure, donc j'ai pas changé d'avis en 30 secondes. Hein. Epsilon, effectivement, c'est alpha fois epsilon, si vous vous souvenez bien, d'accord. Si c'est epsilon, en fait, il s'avère que les solutés ne disparaissent pas parce qu'il faut que Q soit égal à K, et si ça fait 0, Q tend vers plus l'infini. D'accord, voilà. L'eau, on s'en fout, c'est l'infini. On est d'accord avec comment ça marche? Donc, dans le processus, ça vous raconte que tout se passe comme si on avait une solution. On avait préparé une solution contenant 5 10 moins 2 mol de H3O+, quasiment rien ou des traces de OH-, d'accord, et du Na+, et du Cl- qui, eux, par contre, n'ont toujours pas bougé dans cette histoire. D'accord? Donc ça, c'est le truc important. En fait, ce qui est important dans cette méthode-là, c'est que ça simplifie considérablement les problèmes parce que vous pouvez oublier tout ce qui s'est passé avant. Et je vous dis, il y a 4 réactions totales. En fait, vous pouvez les faire une par une. D'accord? Dans l'ordre. Donc tout se passe comme si. On avait une solution équivalente qui, grosso modo, contient du Na+, du Cl-, du H3O+, d'accord. Les traces de OH-, je ne les mets pas, d'accord, elles sont très faibles. Mais avec donc 5 10 moins 2 mol par litre. Le Cl- c'était 10 moins 1 mol par litre. Et le H3O+, 5 10 moins 2 mol par litre. Voilà l'idée. Et si je vous dis, ah mais attendez, je rajoute un truc dans la solution, même en fait on s'en fout de savoir si on l'a rajouté au début, pendant le process ou à la fin, en fait vous pouvez dire, en fait tout revient à partir de cette solution-là, et à faire la suite. D'accord? Donc c'est exactement la même chose qu'en optique. Si vous cumulez les systèmes optiques, en fait, grosso modo, ce que ça vous raconte, c'est qu'à quelques détails près, il n'existe pas de problème de chimie à n réactions totales, il n'existe que n problèmes de chimie à une réaction totale. Ce qui n'est pas exactement la même chose. D'accord? Parce qu'en optique, effectivement, il n'existe pas de système à n lentilles, il n'existe que n systèmes à une lentille qui se suivent. Oui? La concentration de celle-moi ne bouge pas parce qu'il est spectateur. Oui, c'est pas, il ne bouge pas parce qu'elle n'a aucune raison non plus dans cette histoire. Elle n'a plus non plus. Bah, tu vois qu'il n'y a aucune réaction, équation bilan qui implique. Ah oui, donc vous avez dit qu'il pouvait réagir avec celle. Ah oui, il peut réagir, ça, pour l'instant, on n'a pas tenu compte, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, mais c'est relativement. En tout cas, ça simplifie considérablement les choses. Ça va être réussi dans les dosages en particulier, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais voilà. Petit b, état initial d'une réaction. Alors, l'état initial d'une réaction, c'est pas exactement la même chose où je t'écoute. Oui, parce que c'est le solvant. C'est ça, l'idée. Vous avez. L'idée, quand même, c'est pas une donnée que vous êtes censé avoir dans la tête, mais dans un litre d'eau, si tu veux, ça fait 1000 grammes à peu près. D'accord? C'est le tarif. Et la masse moléraire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. Si tu fais le calcul, ça te donne à peu près 55 mol par litre d'eau. Autrement dit, quand tu travailles avec des concentrations de l'ordre de 10-1, 10-2, 10-3, d'accord, ça signifie que 55 mol, faut vraiment voir
ça veut dire? C'est-à-dire que pour chaque molécule de soluté qui se balade, tu as grosso modo une centaine, un millier, 10 milliers de molécules d'eau qui se promènent autour. Alors, dire l'eau, il n'y arrive rien, quoi. Tu en rajoutes deux, ok, tu en rajoutes deux, quoi. Enfin voilà, c'est. Il se passe rien dans cette histoire. D'accord? Encore une fois, la négligeabilité en chimie est aussi un truc. Vous voyez, j'ai pas mis OH- là. Dans le bilan des espèces, on est d'accord? Alors que j'ai insisté sur le fait que c'était pas zéro. Je le mets pas tout simplement parce qu'en fait, même quand j'ai écrit ça, je fais le choix de ne pas lister tous les trucs qui sont à l'état de trace potentiellement. D'accord? Mon eau distillée, elle n'est pas pure. Ça, c'est un truc que vous avez peut-être jamais fait au lycée, mais vous prenez de l'eau distillée, vous mesurez le pH, vous trouvez combien? Ouais, c'est pas. On devrait trouver combien? 7. On trouve quoi? 5 et 5 grosso modo, ouais. D'accord? Surtout si c'est en ville. Ok. Tout simplement parce que la première chose qui va se passer quand vous allez sortir le distillé d'une machine, c'est que le CO2 va se dissoudre dedans. Le CO2 est un acide, ça va acidifier le milieu de façon considérable. D'accord? Toutes les eaux que vous avez chez vous, un verre d'eau, n'importe quoi, c'est grosso modo à des pH extrêmement bas. D'accord? S'il y a des gens, par exemple, si vous avez déjà profité l'été de petites piscines montables, etc., c'est une raison pour laquelle on doit balancer du chlore pleine balle là-dedans, etc., voilà, et que ça fait monter le pH, etc., pour éviter justement tout ce genre de bordel. D'accord? De l'eau à 7, c'est introuvable, quoi. C'est très dur à faire. C'est très dur à fabriquer, parce que le CO2, il est là, quoi. Globalement, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Ok. Donc, état initial d'une réaction. Alors, l'état initial d'une réaction, c'est une définition extrêmement simple. L'état initial d'une réaction, c'est le sous-ensemble de l'état initial d'une solution qui ne concerne que les produits réactifs d'une réaction. Donc ici, par exemple, l'état initial de cette réaction, c'est juste la liste de H3O plus et de OH-. D'accord? C'est juste ça. C'est pas exactement la même chose, d'accord? En particulier, ça vous montre que seul l'état initial d'une réaction est modifié. D'accord? Les ions qui ne font pas partie de ça sont appelés, enfin les espèces, c'est les ions, ce qu'on appelle les ions spectateurs. D'accord? Pour cette réaction-là, ils peuvent être non spectateurs pour une autre réaction. Ok? Voilà. Donc, on appelle état initial d'une réaction le sous-ensemble de l'état initial d'une solution ne contenant que les produits et réactifs plutôt que les espèces impliquées dans la réaction. Voilà. Ça, c'est important parce que vous avez souvent tendance à, par exemple, je l'ai vu en TP jeudi dernier, vous aviez du KCl et donc vous avez mis du K+, dans la réaction. Par exemple, là, souvent, vous avez tendance à rajouter du Na+, ici parce que vous ne savez pas quoi en foutre. Parce que vous pensez que l'état initial de la solution et l'état initial de la réaction, c'est la même chose. Je vous renvoie à ma métaphore de la semaine dernière. Vous avez une recette, vous avez ce qu'il y a dans le placard. Il n'y a aucune raison que l'intégralité des choses dans votre placard soit dans la recette. D'accord? Donc une réaction, elle est donnée. Et l'idée, c'est pas de forcer l'intégralité de l'état initial de la solution à apparaître dans votre réaction chimique. Juste, il y a des trucs que vous n'avez pas utilisés pour faire votre recette. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas envie de manger de la colle à carrelage, quoi, en gros. Pour filer la métaphore. Voilà. On est d'accord là-dessus? La conséquence de ça, c'est que seul l'état initial d'une réaction est modifié par une réaction chimique. D'accord? Théoriquement, ça modifie de fait l'état de la solution, mais uniquement via ces espèces-là. D'accord? Donc, seules les espèces de cet état initial peuvent voir leur quantité variée lors de la réaction. Et donc, les autres espèces sont dites spectatrices.
faites très attention à ce mot. On a tendance, en chimie, c'est assez courant, on a tendance à avoir le même mot pour un truc conjoncturel et un truc universel quand cette conjoncture arrive tout le temps. D'accord? Donc, vous avez probablement dans des énoncés vu des choses du type on mélange ça et des ions spectateurs, d'accord, histoire de dire que la solution est neutre par exemple. Grosso modo, ça implique chez vous une espèce de compréhension qui est que peut-être il y a des ions qui sont, quoi qu'il arrive, spectateurs. D'accord? Rien n'est plus faux. Oui. Ah non, ça n'a rien à voir pour le coup. Un catalyseur, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Un catalyseur, c'est un tout peu différent parce que ça intervient dans un sous-process de la réaction, mais sa quantité ne change pas globalement. Là, on parle vraiment d'un truc participe pas. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, très souvent, si je vous demande une liste des ions spectateurs que vous avez de mémoire, vous allez me sortir des ions du type chlorure, Na+, K+, sulfate, etc., etc. Or, si ces ions étaient vraiment spectateurs, on n'aurait aucune idée qu'ils existent. Il faut bien à un moment donné qu'on les ait mis en évidence d'une façon ou d'une autre. Et il s'avère, par exemple, les ions chlorure, vous mettez des ions argent dedans, ça précipite instantanément. C'est le test caractéristique des ions chlorure. Ou des ions argent, ça dépend un peu du sens de fait. D'accord? Donc, et comme ça, il y en a plein. D'accord? Les ions sulfate, c'est la même chose. D'accord? Donc, grosso modo, il n'existe pas d'ion spectateur en soi. D'accord? Il existe, si on a identifié un ion, ça signifie qu'il existe forcément une réaction chimique dans laquelle cet ion est impliqué quelque part. Sinon, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais croisé, on ne l'a jamais vu. Et globalement, ça commence à se faire un peu rare. Donc, vraiment, le côté spectateur d'un ion, c'est une histoire de contexte. C'est quelles sont les réactions chimiques possibles ici. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et voilà. Et donc, vous pouvez vraiment, encore une fois, faire un résumé si je continue à filer la métaphore. Effectivement, la colle à carrelage est un ingrédient spectateur d'une mousse au chocolat. D'accord? Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça sert à rien. Ça sert à rien dans le process que vous êtes en train de faire. D'accord? Vraiment, peut-être pas ça. On est clair là-dessus? Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, si vous avez scanné un peu vos questions de cours, on rentre dans un truc assez compliqué, qui est en fait, grosso modo, un paragraphe que j'appelle manipulation usuelle en solution aqueuse. Et grosso modo, il y a plein de questions qui, en fait, se réfèrent à votre TP de jeudi dernier. Donc, on va les faire ensemble et on va voir si vous êtes capable, grosso modo, de répondre à ça, ou en tout cas de vous dire, tiens, on a vu ça, donc j'ai un document capable de répondre à ça. Première question, citer la verrerie dont le seul but est de contenir. Oui. Bécher, il y en a un autre. Le verre à pied, effectivement, d'accord. Alors, je vais vous donner une petite fiche sur ce truc. Hein. Alors, l'Erlenmeyer, effectivement, tout à fait. Ça fait partie des choses. Vous savez pourquoi on utilise un Erlenmeyer plutôt qu'un Bécher? C'est comme ça. C'est ça, effectivement, on utilise un Erlenmeyer si on veut boucher déjà, parce que c'est plus facile de boucher un Erlenmeyer que de boucher un Bécher. C'est juste le col est plus petit. Et effectivement, si vous avez des dégagements gazeux ou des choses comme ça, c'est plus intéressant d'avoir un Erlenmeyer parce que ça limite le contact avec l'extérieur. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est les trois. Citer la verrerie de mesure non précise. Ouais. Tout ce qui est gradué à l'exception de la burette. D'accord? Qui est considérée comme une verrerie de précision. Faut bien vous rendre compte. Vous avez vu les burettes en TP? C'est grand comme ça. Ça contient 25 millilitres. 25 millilitres, c'est entre 4 et 5 cuillères à soupe. D'accord? Ça paraît pas, mais c'est l'extension horizontale de ce truc-là rend le truc extrêmement précis. C'est précis quand même au 20e pardon, de millilitres. D'accord? C'est-à-dire la goutte près. Une goutte, c'est à peu près un 20e de millilitre. Enfin, ça dépend de la taille de la goutte, mais en principe, ça. Verrerie de précision. Tout ce qui est jaugé, alors il y en a deux. Hein. Fiole jaugée, pipette jaugée. Voilà, terminé, au revoir. Et la burette, donc. Voilà. Personne ne vous en voudra si vous mettez la burette dans une ou l'autre des catégories, mais dans le principe, la burette, c'est quand même considéré comme une verrerie de précision. Ouais. Alors, la pipette jaugée avec 2 traits est plus précise. Tout simplement parce que tu n'as pas justement toute la problématique du bout, d'accord, du liquide qui reste. C'est à peu près tout. La praticité, par contre, est meilleure pour un seul trait puisque tu n'as pas à te poser de questions dans cette histoire-là. Donc en général, vous aurez des pipettes à un trait, tout simplement parce que quand même, globalement, on s'en fout un peu d'avoir une telle précision. Mais grosso modo, la précision d'une pipette jaugée est... Alors, petite remarque d'une pipette à 2 traits. Une pipette à 2 traits est plus précise qu'une pipette à un trait si vous avez
un bon manipulateur ou une bonne manipulatrice. Hmm. Parce que, voilà, d'accord, c'est ça l'idée. Mais c'est pareil, c'est d'une précision extrême, hein, vous vous rendez pas compte, c'est absolument hallucinant en fait, parce que la quasi-totalité du volume est dans le réservoir, et le reste est dans le tuyau, c'est très très fin pour le coup. Tout ça, moi ça me fascine. Je connais pas les méthodes de fabrication de ces trucs-là, et ça me fascine beaucoup globalement. C'est quand même, ouais, mais je pense pas que ce soit un gars qui souffle comme ça au pif, le truc, tu vois, c'est quand même, c'est un peu différent quoi, globalement. Bon, après, on ajuste avec le trait, hein, c'est ça le principe, hein. C'est que globalement, on fait un truc un peu dégueu et c'est le trait qui. C'est le trait ensuite qui se fixe bien, mais c'est vrai que moi je trouve ça assez. Ensuite, plus subtil, quelle grandeur est conservée lors d'un prélèvement dans une solution? Ouais. Raté, justement. La concentration, donc grosso modo, la loi du prélèvement, c'est que. C'est écrit dans votre fiche, hein, c'est que c'est les grandeurs intensives qui sont conservées. Donc, autrement dit, concentration, c'est ce qui nous intéresse en général. Par contre, lorsqu'on verse, hein, lorsqu'on transvase, qu'est-ce qui est conservé? Les quantités extensives, donc typiquement le nombre de moles. C'est ça qui vous intéresse. Vous vous souvenez, on a vu ça jeudi? D'accord. Donc, on vous demande ensuite d'expliquer le mode opératoire d'une dissolution. D'accord. Donc, dissolution, vous foutez dans une fiole jaugée du solide, vous rincez, et puis voilà. Bon, ça, je vous ai montré jeudi. Les concentrations initiales après une dissolution. Comment on calcule les concentrations initiales après une dissolution? C'est ce qu'on vient de faire ici. On écrit les équations bilan de dissolution, on les fait en entier, et voilà l'état initial. On est d'accord? C'est ce paragraphe-là. Expliquer le mode opératoire d'une dilution. Bah, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Vous prélevez un volume VP à la pipette jaugée, vous le mettez dans une fiole de volume VF, d'accord? Vous complétez avec le solvant, et ça vous rappelle directement comment on calcule les concentrations initiales après une dilution. En fait, on divise toutes les concentrations initiales par le facteur de dilution. Définition juste après. C'est quoi le facteur de dilution? C'est effectivement le volume final, ou le volume de la fiole, comme ça c'est pratique pour le coup, ça marche, d'accord, divisé par le volume prélevé, qui n'a rien à voir avec le volume de la fille sur le volume du père, d'accord? Ok. Ce qui, en plus, là, ça devient vachement plus abscons si on commence à mélanger les sexes dans cette histoire. Oui. Oui, tout à fait, toujours. Les deux lois de conservation précédentes te garantissent ça. Parce que tu as la concentration, ça donc le nombre de moles qui vaut la concentration fois le volume prélevé. Et la concentration finale, c'est ce truc-là divisé par le volume final. Donc tu vois que le facteur d'addition apparaît sans aucune forme de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et maintenant, la chose qu'on n'a pas vue jeudi, et c'est ça qui m'intéresse, c'est les dosages. D'accord? Donc c'est le cas que je vais faire là. C'est le cas le plus compliqué. Et on va essayer de comprendre intelligemment ce que ça veut dire. Donc petit 5, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est structuré avec un grand 4 ici. Vous retrouvez vos petits. D'accord, globalement. Sinon, je peux faire un grand 4. Je vais peut-être faire ça. Okay. Pour que ça colle avec les questions de cours. Je fais un grand 4 avec manipulation en solution aqueuse. Et si je me réfère aux questions de cours, vous avez petit 1 de la question 1 jusqu'à la question 10. C'est FTP. Voilà. Donc comme ça collera avec votre organisation des questions de cours. Et on est parti. J'ai un petit 2 à faire sur les dosages. Donc un dosage ou un titrage, c'est la même chose, d'accord? Donc doser ou titrer, c'est pareil, d'accord? Voilà. Donc ça vous angoisse pas. Moi, je vais utiliser le mot dosage. Je pense que c'est littéralement une question de génération. Vous avez des profs qui utilisaient le mot titrage ou... Ouais. Ok. Non, mais je crois à ces genres de mécanismes. Vous savez, ça alterne à chaque génération. Donc là, vous avez été des profs jeunes formés par des profs plus vieux que moi, d'accord? Puis ça se perpétue comme ça. Oui. Ah ok, d'accord, vous avez des gens qui étaient plus stricts sur la différence entre les deux. Allez-y, non mais ça m'intéresse. Hein. Oui, oui, ouais. C'est avec une burette quoi, c'est ça? Ouais.
Ouais, grosso modo, un dosage, c'est la version dégueulasse d'un titrage, quoi. Ok, bon, bon, ouais. Je, je vérifierai. Ah, d'ailleurs, Baptiste, j'ai vérifié, effectivement, Lavoisier n'a jamais dit cette phrase. C'est un digestat moderne de cette phrase. Voilà, effectivement. Il a écrit un truc qui est la conservation de la masse, donc le principe, c'est bien lui, mais la phrase, c'est effectivement pas lui. Je te remercie pour cette information. Voilà, ça, vraiment. Oui. La phrase a pas. En fait, manifestement, c'est une reconstruction a posteriori. En fait, la personne la plus proche qui aurait prononcé une phrase, c'est un grec, voilà, qui machin chose, et ça a été attribué à. Lavoisier a bien écrit un truc sur la conservation de la masse, il n'y a aucun problème, mais Lavoisier n'a jamais dit cette phrase en tant, enfin vraiment strictement comme ça. Donc oui, cette phrase après a été dite par tous les profs de physique qui se gourent. Voilà, moi le premier, d'accord, mais voilà. Donc je te remercie Baptiste pour avoir dissipé une méconnaissance chez moi. Voilà. Donc là, je revérifierai la différence entre dosage et titrage, mais d'instinct, je pense que c'est à peu près pareil. Voilà. Euh, alors, déjà, on va essayer de comprendre le but d'un dosage ou d'un titrage, d'accord, comme vous voulez. Donc, le but d'un dosage est de déterminer une quantité de matière, d'accord. Alors, le problème du mot dosage, c'est toujours pareil en chimie, il y a plein d'acceptions différentes. Ça peut être le protocole entier, ou ça peut être, en général, la dernière étape du dosage. D'accord, qui est là où on va vraiment déterminer un truc, puis ensuite on remontera par les calculs divers et variés. C'est la raison pour laquelle vous avez des dosages en retour, des dosages par machin, des dosages par truc, mais qui en général sont un protocole extrêmement compliqué, enfin plus ou moins compliqué, pour arriver à la fin à un truc où vous allez pouvoir déterminer une quantité de matière et remonter. Donc moi c'est ce truc-là qui va m'intéresser, d'accord, cette version simplifiée qui est l'étape bascule, où on détermine une grandeur. Okay, donc, donc, ça c'est la définition, donc un dosage, est une procédure servant à trouver la quantité de matière d'une espèce. D'accord. Donc déjà, première chose importante, c'est la quantité de matière. Alors bien sûr, en général, le résultat est donné en concentration, parce que souvent vous connaissez le volume initial que vous avez prélevé et connaissant la quantité de matière, vous pouvez trouver la concentration. Mais en fait, un dosage, c'est la quantité de matière que ça vous raconte. Déjà, toujours. Donc, dans l'immense majorité des cas, un dosage se termine, en tout cas vous avez toujours une dernière étape, qui procède d'une équation bilan, avec une espèce dont on va déterminer, grâce à ça, la quantité de matière. D'accord. Donc en général, un dosage se termine par une équation bilan. Cette équation bilan, elle s'appelle réaction de titrage ou réaction de dosage. Réaction de dosage permettant de déterminer la quantité de matière d'un réactif. Alors je vais vous expliquer tout le process et toute l'essence du truc, d'accord? Parce que c'est celle-là qui va m'intéresser. Alors déjà, première condition que vous connaissez probablement déjà par cœur si vous avez fait de la chimie au lycée, une bonne réaction de dosage, enfin une réaction de dosage tout court doit satisfaire trois conditions pour que ça marche. Elle doit être totale, unique et rapide. D'accord. Cette réaction doit être... Alors je vais les classer dans l'ordre d'importance, d'accord? Totale, rapide, unique. Alors, le mot unique est extrêmement trompeur. Elle doit être unique au sens où votre titrant, enfin votre espèce que vous dosez, ne doit pas être impliquée dans une autre réaction. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une réaction après. Autrement dit, que vous n'amenez pas un nouvel état de solution
et qu'ensuite vous refaites les choses, d'accord? Donc le mot unique, méfiez-vous, c'est ça. Vous pouvez le retenir comme ça fait une belle formule magique, ça marche bien, et dans le principe, c'est ça. Alors, petite remarque, c'est un critère qu'on vous fait apprendre par cœur, sauf que de toute façon, on vous présente toujours des situations où c'est le cas, donc vous n'avez en général pas vraiment à exposer votre expertise sur le sujet. On vous pose quand même 2-3 questions. Voilà. Donc voilà l'idée. Le caractère rapide n'est pas un caractère fondamental, c'est juste que grosso modo, comme vous faites des choses avec des volumes successifs, et que vous observez en général un changement de comportement brusque dans la solution, c'est bien que ce changement brusque ne corresponde pas à ce qui s'est passé 10 minutes plus tôt. D'accord? Voilà l'idée. Mais si vous savez que chaque réaction prend 1 heure, bah, vous versez, vous vous barrez, vous prenez un café, vous revenez 1 heure plus tard et vous regardez ce qui se passe. D'accord? Donc l'aspect rapide est un aspect beaucoup plus expérimental que théorique en tant que tel. D'accord? C'est une raison pour laquelle, par exemple, vous voyez jamais dans les exercices, puisque bah, ça fait là. Alors, on va essayer de caractériser ça. Cette réaction implique toujours, dans les réactifs, au moins 2 espèces. Une espèce qu'on va appeler le titré, qui est l'espèce dont on cherche la quantité de matière. Et une autre espèce qu'on appelle le titrant, qui est une espèce soluble, enfin solubilisée, dont on connaît parfaitement la concentration. Vocabulaire merdique, on parle de solution titrée pour le titrant. Alors que ce n'est pas la solution qui est en train d'être titrée, puisque c'est l'autre. La solution titrée, c'est la solution titrante, si vous m'avez suivi. C'est ultra pénible. La chimie, c'est pénible. Voilà. Donc, j'en parlerai pas. D'accord? C'est juste pour faire un truc, mais dans son dos. Donc, cette réaction implique toujours implique toujours 2 choses. Donc, un réactif dont on veut trouver la quantité. Ce truc-là, c'est le titré. Plutôt, c'est l'espèce titrée, si on veut être. C'est l'espèce titrée. Deuxième chose, un réactif dont on connaît donc un réactif en général un soluté dont on connaît parfaitement la quantité introduite. En général, via son volume. D'accord? Oui. En fait, un solide, ça peut être n'importe quoi, l'espèce titrée. L'espèce titrée, ça peut être un solide. L'espèce titrante peut aussi être un solide si tu as une capacité de t'introduire d'une façon extrêmement précise des masses que tu connais extrêmement précisément. Ça marche aussi. C'est pas le truc le plus pratique, c'est plus pratique d'ouvrir un robinet et de le refermer. D'accord? Mais ça existe. Le titrage avec des solides, ça existe. Ouais. En général, c'est quand tu n'as pas le choix. Hein. C'est plus facile de faire ça. D'accord? Donc, c'est l'espèce titrante. Je fais une remarque au passage. Il peut y avoir d'autres espèces réactives. Hein, il peut y avoir d'autres réactifs dans cette histoire. Et ces réactifs, s'ils existent, doivent être en large excès. Ce n'est pas eux qui doivent foutre le bordel dans votre équation bilan. Donc ça, c'est important. S'il existe d'autres réactifs dans la réaction, dans l'équation de dosage, ils doivent être en large excès. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans cette histoire. D'accord? Grosso
grosso modo, les réactifs qui ne sont ni le titré ni le titrant ne doivent en aucun cas devenir le réactif limité. Voilà. En gros, vous faites une tarte aux pommes, vous pouvez avoir de la pâte à tarte et des pommes, mais je vais avoir du sucre en masse. Voilà, ça y est. Et de la colle à carrelage aussi. C'est important. Le diabète, c'est après. Pas après la colle à carrelage. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, vous comprenez donc qu'il y a ces trois trucs-là. Le titrant, le titré et éventuellement d'autres trucs. Les produits n'ont aucun intérêt dans un dosage, sauf si vous faites un dosage après. D'accord? Si vous en avez un autre, enfin, si vous avez une succession de réactions. Sinon, les produits, vous en foutez complètement. Alors, il y a un truc que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas encore en chimie, qui est une histoire de, on verra ça beaucoup, comme si vous avez fait de l'acide base, vous comprenez un peu les trucs. Vous avez fait un truc qui s'appelle les domaines de prédominance en acide base quand vous étiez petit ou pas? Les domaines de prédominance sur les échelles de pH, ça vous parle? D'accord? Ça, c'est un truc qui vous raconte qu'il y a des espèces qui ne peuvent pas survivre dans le même milieu. D'accord? Autrement dit, que vous allez avoir une réaction totale entre les deux. Ce truc-là, ça se généralise à énormément de systèmes. En gros, ce que ça vous raconte, c'est que si vous avez une réaction totale entre deux espèces, ça signifie qu'elles ont au moins une caractéristique qui fait qu'elles ne peuvent pas survivre dans le même milieu. C'est ça une réaction totale. Autrement dit, le plus nombreux des deux va gagner. D'accord? Et va détruire, enfin, va utiliser une partie de ses effectifs, on va dire, pour détruire l'autre. Si vous réussissez à trouver quelle est la caractéristique qui fait que ces deux espèces sont incompatibles, ça signifie en fait que votre solution, de ce point de vue-là, va changer de comportement. Si je prends un truc que vous connaissez déjà, à savoir les acides et les bases, ça signifie que si vous avez une solution dominée par un acide, le pH sera bas. Si vous avez une solution dominée par une base, le pH sera haut. Autrement dit, si vous êtes capable de mesurer le pH ou de détecter une variation forte de pH, alors vous êtes capable de déterminer le moment où votre solution passe d'un caractère acide, c'est-à-dire dominé par l'acide, à un caractère basique, c'est-à-dire dominé par une base. Ok? Un dosage, c'est uniquement ça. Vous commencez uniquement avec du titrant. Vous avez donc une solution qui est dominée par le titrant. Vous allez introduire du titré. D'accord? Vous allez verser un volume donné de titré. Et ça, vous savez, c'est littéralement une histoire de limite. Quand V tend vers plus l'infini, alors vous ne faites pas ça bien entendu, mais quand V tend vers plus l'infini, votre solution sera exactement la même que celle de votre titrant. D'accord? Juste, quand vous versez un tonneau de titrant dans un bécher de trucs, à l'arrivée, le truc, il existe plus. D'accord là-dessus? Donc en gros, en fait, au cours d'un dosage, on va basculer d'une solution dominée par le titré à une solution dominée par le titrant. Et il existe un moment par... Donc ça, c'est extrêmement simple à comprendre. Au départ, vous mettez un peu de titrant, pardon. Donc le titré va disparaître un peu, mais pas complètement. Donc à l'arrivée, quand vous avez fait ça, votre titrant, il a disparu, et votre titré, il en reste encore. Vous rajoutez encore un peu de titrant, puis au fur et à mesure, en fait, votre quantité de titré disparaît, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et quand on n'a plus, tout d'un coup, en fait, quand vous mettez du titrant, vous mettez du titrant juste sans réaction chimique. Vous introduisez brutalement le machin. Et puis au bout d'un certain temps, vous allez basculer sur la domination du titrant. Et là, vous comprenez en fait le principe d'un dosage. Vous avez en fait une équation bilan à état initial paramétré. Autrement dit, soit vous avez un état initial où votre réactif limitant, c'est le titré. Ça, c'est ce qui se passe quand vous mettez de petits volumes. Réactif limité, c'est titrant, j'y arrivé, d'accord, celui que vous introduisez. Soit vous avez une situation où votre réactif limitant, c'est le titré. Ça, c'est le cas où vous avez mis plein de titrant dans votre solution. On est d'accord? Le moment où ça bascule, c'est quand le titrant et le titré sont tous les deux simultanément limitants. Si vous avez appris votre cours de la semaine dernière, d'accord, ça vous raconte que le titrant et le titré sont en proportion stoichiométrique. On est d'accord là-dessus? Et le moment où ça disparaît, ça porte un nom, ça s'appelle l'équivalence. Alors ça, c'est hyper important à comprendre. L'équivalence n'est pas un état initial. C'est le contraire, c'est un état initial. L'équivalence n'est pas un état final. L'équivalence est un état initial. C'est une façon de préparer votre truc. Ça correspond à
vous avez mis tant de titrants, vous avez mis tant de titrés, et ça marche bien. Et vous avez ensuite un état d'équilibre lié à cet état initial. D'accord? Donc très souvent, quand on dit à l'équivalence, on a ça, on devrait dire à l'équilibre, à l'équivalence, on a ça. D'accord? C'est-à-dire à l'état final associé à l'état initial représenté par l'équivalence, on a ce truc-là. On est au clair là-dessus? Oui, je t'écoute. Ah, t'es dans les limitant dès le départ. Et si tu mets pas assez de titres, si tu mets pas assez de titrants, si tu veux, il y en a juste pas assez pour consommer tout. C'est pour ça que tu as un volume qui change au fur et à mesure. D'accord? Et donc au départ, ce que tu vas chercher, c'est le moment où ton titrant devient non limitant. C'est ça l'équivalence. C'est le moment où tu as réussi à introduire suffisamment de titrants pour consommer tout le titré. C'est ça en fait l'idée. Mais si tu mets un volume inférieur à ça, ton titré sera limitant. Voilà, c'est ça l'idée. AV égale 0, il se passe rien. D'accord? Donc l'idée est la chose suivante. On va l'écrire formellement pour que vous compreniez les choses. Donc une équation bilan, une équation de dosage, pardon. S'écrit donc alpha du titré fois l'espèce titrée plus alpha du titrant à titrant plus plein de merde et on s'en fout. La seule chose qui vous intéresse, c'est le coefficient stoichiométrique du titré, le coefficient stoichiométrique du titrant, et après vous pouvez avoir d'autres espèces en réactif et vous avez des produits. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et maintenant, on va faire le tableau d'avancement. Un tableau d'avancement de dosage se fait toujours en quantité de matière, tout simplement parce que vous modifiez le volume. On est d'accord? Vous versez du liquide littéralement dans un bécher. Votre tableau initial, c'est ça. Vous avez donc N0 ici. D'accord? Je vais définir après ce que c'est. Je vais décrire en dessous. D'accord? Je vais mettre là. Donc N0, c'est le nombre de moles de titré initial. Petite remarque, c'est ce qu'on cherche, on est d'accord? Vous êtes d'accord que c'est ça qu'on cherche à déterminer? C'est ce qu'on cherche à déterminer. Et le nombre de moles du titrant, il s'écrit toujours de la même façon quand vous avez un dosage liquide. En gros, vous avez une concentration C et vous en introduisez un volume V. Et donc le nombre de moles vaut tout simplement C fois V. D'accord? CV. Donc, C, c'est la concentration du titrant. Et V, donc ça c'est connu. Et V, c'est le volume versé. Et ça, c'est pas connu, c'est contrôlable. Grosso modo, votre schéma expérimental ressemble à ça. C, V, N0. Oui. Moi, je mets un petit V parce que pour moi, ça change. L'habitude de physicien. Je suis en train de vous escroquer très discrètement, ou en tout cas, plus exactement, je suis en train d'appliquer le théorème que j'ai explicité il y a une demi-heure, là. Quand vous avez déjà fait un dosage dans votre vie, je suppose, vous mettez, en fait, vous ne mettez pas tout V d'un coup. Vous mettez d'abord un millimètre, puis un deuxième millimètre, etc., etc. D'accord? Donc, théoriquement, j'ai pas d'écrire N0 ici. C'est N0, plus exactement, après avoir introduit un certain volume V. D'accord? On consomme un peu des trucs, quoi. C'est pas moins X, il y a des alphas. On va y arriver. Mais en fait, ça, on n'en a pas besoin.
Parce que introduire 10 millilitres de titrant, millilitre par millilitre, ou les mettre tous d'un coup, ça revient au même. Comme ça revient au même, on ne va jamais étudier un dosage de la même façon qu'on le pratique. On va faire comme si, au lieu de mettre V au fur et à mesure, on changeait de solution et on mettait tout V d'un coup. On jette, on remet une nouvelle solution initiale, on remet une nouvelle valeur complète de V, etc., etc. Parce que ça revient au même. Autrement dit, en fait, ça, c'est un état initial paramétrique. Vous avez autant d'états initiaux que vous avez de valeurs de V. C'est l'application du théorème d'avant. C'est le truc le plus important à comprendre. On a autant d'états initiaux que de valeurs de V. De là à dire qu'il y en a une infinité, oui, il y en a une infinité, d'accord. Et donc vous voyez que quand j'ai écrit ça, je ne me prends pas la tête de me dire ouais, je fais ça millilitre par millilitre ou centilitre par centilitre, je m'en fous, je dis juste, j'ai N0, j'ai mis CV, à l'arrivée, qu'est-ce que j'ai si j'ai fait ça? Oui. Bah, c'est une valeur réelle, donc juste pour ça. Non, c'est juste parce que en fait, ça revient au même de mettre V morceau par morceau que de tout mettre d'un coup. Oui. Alors, non, on ne cherche pas le volume, d'accord? C'est dans l'autre sens, c'est un paramètre, ça. C'est toi qui contrôle le volume. Oui, mais ça vient. Ne devine pas, apprends. Ça vient. Bien. Donc, le but du jeu est de déterminer le moment. Donc, comme vous avez plein d'états initiaux, il est facile de comprendre que si V est petit, c'est le titrant qui est en défaut. Si V est grand, c'est le titré qui est en défaut. D'accord? Il existe une valeur où ça va pas, où ça va basculer d'un côté à l'autre. D'accord? Donc, cette valeur, elle est relativement simple, et effectivement, c'est ça la définition d'équivalence. Et vous allez me l'apprendre par cœur, celle-là aussi. Pareil, vous ne devinez pas. On appelle équivalence l'état initial où le titrant et le titré sont introduits en proportion stoichiométrique. Donc, c'est le titrant et le titré, pas les réactifs, parce que les autres sont en large excès. Et c'est en proportion stoichiométrique, pas en quantité égale. On est au clair là-dessus? Parce que je sais ce qui se passe quand vous devinez. Bien. On appelle équivalence l'état initial où le titrant et le titré sont en proportion stoichiométrique. Encore une fois, ce n'est pas tous les réactifs. S'il y en a d'autres, ils n'ont absolument pas le droit d'être en proportion stoichiométrique, puisqu'ils peuvent être en large excès. Et vous avez une magnifique formule, c'est que à l'équivalence, la concentration du titrant, fois le volume équivalent, d'accord, VE, divisé par alpha du titrant est égal à N0 divisé par alpha du titré. Ce qui est tout simplement le copier-coller de ils sont en proportion stoichiométrique. D'accord là-dessus? Oui. Oui, moi je mets des petits V. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Ça dépend des énoncés de toute façon. On vous donnera des notations, mais pour moi, un truc qui change, c'est un petit V, quoi. Voilà, comme c'est un paramètre, c'est un petit V. Voilà la formule de base, d'accord? Donc, faites attention, l'année dernière, vous avez fait majoritairement des dosages acide-base, et donc les deux alpha valaient 1. Donc, vous avez un mauvais réflexe qui est de dire que c'est n égale CV, il y a un alpha dans le tas. Oui. Tout simple. Alors, c'est pas à ce moment-là que tu vois le changement, tu espères juste que le changement soit brutal et que epsilon après l'équivalence, tu passes au comportement du titrant. Plus la réaction va être totale et plus le changement va être brutal. Autrement dit, plus au départ ton titré va vraiment imposer un comportement donné, et ensuite ton titrant va imposer un comportement extrêmement différent, et tu espères voir en un volume faible ce changement de truc. Voilà.
l'équivalence, c'est toujours strictement, c'est en proportion stoichiométrique. La détection de l'équivalence, c'est en VE plus epsilon. T'espères juste que epsilon soit négligeable devant VE. Voilà. Ouais. Est-ce que si on a la masse molaire, on peut remplacer la réduction avec tout? Vous faites ce que vous voulez après, c'est pas la question. Après, on recalcule tout ce qu'on veut à partir de N0. D'accord? Mais moi, je donne qu'une relation, après vous avez toutes les autres qui se baladent. On est d'accord là-dessus? L'idée est simple. C'est vraiment facile à comprendre. Imaginez que vous ayez des trucs rouges qui soient bouffés par des trucs bleus. D'accord? Ça se mélange pas. D'accord? En gros, c'est pour compléter la question de lui. Au départ, vous avez des trucs rouges, vous mettez un peu de bleu, et en fait, ce que vous allez voir, c'est juste du rouge qui disparaît. Mais vous allez voir toujours une solution qui est rouge, en fait, par ailleurs, parce qu'elle est dominée par du rouge. À un moment donné, vous allez avoir un truc annihilé, vous allez peut-être passer par une solution transparente à ce moment-là, qui est l'équivalence. Et ensuite, la moindre particule bleue qui est introduite va vous transformer la coloration en bleu. La question, c'est votre seuil de détection à vous. Ou de la machine qui fait le boulot. Au bout de combien de temps vous voyez que vous avez eu un changement de paradigme? D'accord? Et ça, ça va dépendre essentiellement du caractère total ou pas, enfin plus ou moins total de ta réaction. Si c'est très total, d'accord, et que tu as un bon seuil de détection, ça va être, voilà, tu vas détecter VE plus epsilon avec epsilon ridiculement petit, donc VE. Si au contraire tu as un truc un peu dégueulasse, bah tu vas avoir une estimation de VE et un intervalle plus ou moins grand sur le sujet. D'accord? Voilà l'idée. On est d'accord là-dessus? C'est ça uniquement l'équivalence. Expérimentalement, ça c'est ma dernière phrase, l'équivalence marque le passage d'une solution dominée par le titrant à une solution dominée par le titré. Si vous avez une capacité de mesurer ça, vous pouvez trouver V. Voilà, et après pour moi. On passe d'une solution dominée par le titré à une solution dominée par le titrant on mesure VE si on est capable de percevoir ce changement. Et alors là, il y a autant de méthodes que l'imagination humaine a su inventer. D'accord? Donc, vous pouvez avoir de la chance. Votre titrant et votre titrant n'ont pas la même couleur. Ça, c'est la chance. Tout d'un coup, voilà, pouf. Il y a des fois, vous avez un truc et vous avez une espèce qui, elle, change de couleur quand vous changez de comportement. C'est ce qu'on appelle un indicateur coloré. Des fois, vous faites des mesures de tension, de pH, de ce que vous voulez, et vous voyez le saut. Petite remarque, je ne vous ferai pas de cours sur la méthode des tangentes, la méthode des cercles, qui sont des méthodes qui ne marchent pas. La méthode des tangentes est une méthode qui ne marche que si vous avez des coefficients stoichiométriques égaux à 1 et que la concentration du titré et la concentration du titrant sont exactement les mêmes. Ça ne marche pas, quoi. D'accord? Globalement. Ok? Donc, en général, on fait ça au doigt mouillé. Voilà l'idée. On est d'accord là-dessus? Voilà. Je vous laisse partir en récréation et on se retrouve pour l'informatique dans un quart d'heure.